Ok, tout le monde devrait m'entendre et voir mon visage. Si quelqu'un veut bien m'envoyer déjà une confirmation sur le chat, ce serait top. Merci. Et alors, si Maxime, si tu m'entends, je t'invite à participer. Et- Ok, super. Tu m'entends? Oui, super. Salut Maxime. Salut. Tu vas bien? Ouais. Alors Joe, il est à bloc, il est déjà là, quoi. Ouais, il y a toujours les personnes connectées un peu avant, ça fait plaisir, un peu de ponctualité, quoi. Alors, super que tu sois là en avance. Merci d'être là encore une fois. Là, je pense que cette semaine, on est dans le dur. Les vrais sujets qui tracassent tous les product managers, je pense, et tous les PO. Ça va être super comme débat et comme échange. Donc, j'attends encore. Ah, bah voilà, super. On voit bien ton écran. Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de questions, donc sois pas étonné Ouais. évidemment si en cours de route, comme tu n'auras pas le visu, moi si je t'interromps un peu juste pour caler quelques questions du public ou de moi. Ouais, alors je suis en double écran, hein. Tu me verras, je Ah, vais t'es en regarder double à écran. droite la presse. Ok, super, t'es équipé en plus. Alors Joe, si c'est toi qui m'envoie des messages, arrête. Ok, ben, je pense il est 59, mais on va quand même commencer, vu qu'il y a quelques personnes dans le public déjà. Merci à tous d'être là pour ce nouvel épisode en fait du Bourbier. Comme à notre habitude, on essaye d'inviter des personnes qui ont beaucoup de choses à nous dire sur des sujets qui nous touchent tous. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler deadline. Moi, c'est un sujet qui je sens me passionner. Et voilà, donc le Bourbier, un format où on essaye de mettre en valeur les échecs de personnes de la communauté produit qui ont appris en fait de leurs difficultés. Elles vont nous partager la manière dont elles ont réussi à passer outre et on va essayer de collectivement tous apprendre de tout ça. Donc un format où bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, comme je le disais à Maxime. Je du coup retranscrirai les questions, utiliser l'onglet plutôt questions que chat. Moi, ça me permet aussi de mieux structurer la manière dont je vais intervenir. Et puis voilà, donc dans un premier temps, je vais te laisser, Maxime, que tu te présentes rapidement, que tu puisses voilà, donner tous les éléments de contexte qu'il faut. Et puis ensuite, n'hésite pas à y aller. Et on va avoir de belles discussions, je le sens. Super. Eh ben, bonjour à tous. Merci au Bourbier de m'avoir invité. Je trouve que l'initiative est très cool. On a tendance à avoir beaucoup de confs où les gens sont très shiny, c'est super ce qu'ils font. Cependant, pour arriver à un truc cool qui marche bien, bah, en fait, il y a pas mal d'écueils. On se prend la tête et puis on réfléchit à faire des choses bien. Donc là, on va parler de d'où on est parti sur cette histoire de deadline, comment on a fait pour reprendre la main, qu'est-ce qui nous a permis de le faire. Et ça me fait plaisir de vous raconter toutes ces histoires du quotidien. Plaisir de t'écouter. Alors, donc Maxime Legendre, je suis Head of Product B2B chez Sologer. Donc, je suis manager. Mon but, c'est de créer un environnement qui permet aux équipes de délivrer la bonne valeur aux utilisateurs et dans un minimum de temps. Voilà, on travaille vraiment sur cette histoire de contexte le plus possible. Avant ça, j'étais consultant SEO et directeur des opérations chez Clostar. Clostar, c'est une entreprise qui fait du chatbot et qui fait du SEO, comme je l'ai dit juste avant. Et j'ai été pendant 2 ans coach agile et SEO manager chez Blablacar. D'accord. En formation, je suis ingénieur en physique fondamentale et en optique quantique. Voilà, on Ça est tous sert à nos rien, oui. trajectoires à nous. Et j'ai fait le bootcamp de Noé l'année dernière en product management, avec le fameux Arjo qui est parmi nous. Ok, d'accord.
Si en loisir, j'ai tendance à vaguement faire de la plongée, cuisiner et grimper. Donc, je serais ravi de parler aussi de ça avec vous, d'une manière ou d'une autre. Et les photos sont des vraies choses, hein, c'est pas... Ah, sympa. Okay. c'est des vraies photos de moi ou de choses que j'ai faites. Alors, Se Loger, groupe Se Loger, c'est une entité qui appartient à un groupe qui est au-dessus, qui s'appelle Aviv. C'est une entreprise allemande qui détient plusieurs sites autour de l'annonce, au sens large. Et il y a un fort pôle immobilier, donc, comme l'indique Se Loger. Donc, il y a Immoweb en Belgique, il y a Immowelt en Allemagne, Groupe Se Loger en France, meilleurs agents en France, et un peu plus loin, il y a Yetz2 en Israël. Voilà, donc Immoweb, Immowelt, Yetz2 et Groupe Se Loger, c'est globalement la même chose, hein, à des tailles différentes, mais c'est la même chose. Meilleurs agents sont plutôt concentrés sur l'acquisition de personnes qui veulent vendre, sur une personne qui veut vendre ses biens, qui veut être mise en relation avec une agence immobilière. Il y a juste une petite question là, il y a des synergies déjà entre les différentes entreprises ou franchement tout le monde opère de manière autonome? On converge. On converge et le but c'est qu'on converge de plus en plus. Ok. Si on prend le groupe Se Loger, donc c'est environ 1000 personnes, composées de deux entités que sont Se Loger et Logikimo. Donc c'est les deux vaisseaux amiraux. C'est les sites Se Loger et Logikimo, les sites principaux sont focalisés sur l'ancien, donc la revente de biens qu'on a déjà acquis. Mais il y a des verticales aussi qui vont avec ça. Il y a le site Logikimo 9 et le site Se Loger 9 qui s'occupent de la vente de bâtiments qui sont en train de se construire. Donc, on achète un appartement neuf à Paris, c'est là-dessus qu'on va les trouver. C'est pour les programmes immobiliers. On a autour de la construction, donc Se Loger Construire et Logikimo Construire, Faire Construire, pardon, qui sont plutôt autour du terrain sur lequel on va mettre une maison en construction type Kaufmann ou autre. Mais maison Kaufmann, souvent, ça parle. On a un site dédié au bureau et commerce, une entreprise qui cherche un bureau ou un libraire, un boucher qui cherche un local, c'est là que ça va se trouver. Et enfin, on a deux sites autour du luxe, c'est-à-dire les appartements, les maisons au-dessus de la qualité moyenne du marché, donc avec des prix supérieurs. Des appartements très cool à Paris, vous pouvez regarder, il y a des trucs incroyables. Résidence et belle demeure que ça va se trouver. Ça, c'est pour la partie B2C, c'est les sites frontaux que vous voyez, vous, sur lesquels vous allez aller chercher vos biens. Moi, je travaille sur un autre bout qui comprend MySologer Pro, donc c'est les back-office pour les agents immobiliers, et tous les services qui vont être autour. Il n'y a pas que ce back-office, il y a plein de trucs autour, la facturation, ce genre de choses, qui sont importantes. Donc, le B2B, nous, notre but, c'est de fournir aux clients des outils pour piloter leurs activités. Piloter l'activité d'un client, pour lui, c'est de la dépose d'annonces, de la mise en avant de ces annonces, pour obtenir plus de leads, sachant que, comme on a un site de petites annonces, comme Le Bon Coin ou autre, en fait, l'important, c'est pas de déposer des annonces, l'important, c'est d'avoir des gens qui disent « je suis intéressé par cette annonce, je suis intéressé par le fait d'acheter ce bien ». Et grâce à ça, les clients sont contents et c'est là où ils renouvellent, ils nous rachètent des choses et ce genre de trucs. Les clients, c'est quoi? C'est de l'agence immobilière, de la grande enseigne, Orpi, ERA, Kaufmann, ce genre de choses. Les promoteurs, donc Kaufmann, typiquement. Ça peut être la BNP, ça peut être plein de grands comptes qui travaillent dans l'immobilier. Il y en a vraiment un paquet. Il y a un écosystème qu'on ne maîtrise pas quand on est, comme vous et moi, juste acheter un bien de temps en temps parce qu'il faut se loger. En gros, les clients, c'est toute personne qui va faire de la transaction immobilière et qui est une entité morale, c'est-à-dire qui est une entreprise. Il n'y a pas de particulier sur Se Loger. À part cas rare, mais c'est vraiment un cas particulier, j'en parle pas. Voilà. Et pour finir, mon écosystème à moi, on est au B2B organisé en tribes, en 3 tribes. Moi, j'en ai une qui est pluridisciplinaire, les 2 autres sont plus axés sur des verticales. Moi, j'en ai une qui contient les leads, donc l'asset clé qui permet aux agents de récupérer des contacts pour vendre des biens.
le référentiel géographique, parce que quand on a envie d'afficher un bien quelque part, c'est quand même vachement mieux qu'il soit bien positionné. Ou alors qu'on ait des infos sur les choses qu'on veut voir. Alors, pour l'agent, c'est qu'il soit bien positionné sur la carte. Et pour vous et moi, quand on cherche, c'est qu'on trouve les commerces et les médecins à proximité du bien qu'on cherche pour voir si c'est un bon quartier. J'ai l'application mobile, parce que MySoloG Pro a aussi une application mobile pour que les agents puissent travailler en mobilité. Et enfin, une équipe Core, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui gère toute la transversalité et toute la technicité du système, en plus de certaines features comme le login mot de passe, des dashboards, ce genre de trucs. Donc, si je récapitule, tu as en fait dans ton scope principalement une équipe produit qui est l'interface, je dirais, mobile, pour les agents notamment. Et ensuite, sur les autres équipes, toi, tu as des enjeux plutôt alors lead autour de Ça hache un peu. l'acquisition et... Pardon? Ça hache un peu de temps en temps. Ah, ça hache. C'est D'accord. bon, Je vais voir ce que je peux faire de mon côté, mais ce que je disais, c'est donc tu as une équipe autour du mobile et donc là, il y a une vraie interface, il y a un produit, c'est du B2B très clairement. Et ensuite, tu as des enjeux, toi, plus spécifiques autour, par exemple, de la lead acquisition et qui va travailler que sur ça. La référence géo, là aussi, on n'est pas nécessairement sur un produit, de ce que je comprends. Et Core, pareil. C'est Alors, en fait, l'acquisition des leads pour un agent immobilier, c'est-à-dire, je vais sur seloger.com, je choisis un bien, sur le côté, il y a un formulaire, je suis intéressé par ce bien, je clique. À partir de là, le lead, je le récupère. C'est ce lead-là, ce n'est pas de l'acquisition au sens du marketing. Ah, d'accord. Là, c'est un lead lié à un bien. Je suis intéressé par ce bien. C'est très produit parce que nous, on bosse pour les agents immobiliers. Donc, de quoi ont besoin les gens par rapport à ce lead? Le récupérer plus vite, qu'il soit de meilleure qualité, qu'il soit croisé avec de la donnée pour qu'on arrive à faire des choses pour le valoriser. Énormément de choses autour du lead. Le référentiel géographique, c'est aussi très produit parce que c'est la donnée géographique qui va faire que le moteur de recherche il sera plus pertinent, que la carto sera plus pertinente. Donc, de quelles données on a besoin? Comment elle doit être structurée par rapport aux besoins utilisateurs? C'est une transcription en besoins géographiques des besoins utilisateurs. D'accord. Les quartiers faits, est-ce que les villes sont bien nommées? Est-ce qu'il y a énormément de choses autour de ça? C'est assez complexe, en fait. Mobile, c'est une application mobile, effectivement. Et après, l'équipe Core, s'il y a aussi du produit, parce que, par exemple, s'il y a du piratage, il y a besoin de double authentification, comment on le fait? Comment les agents utilisent leur compte? De quelle manière ça devient pertinent de faire de la double authent? Quelles sont les bonnes features à utiliser? Quel est le bon flow utilisateur pour le rendre pertinent? Tout ça, c'est très produit. C'est à la fois tech, effectivement, c'est des PM assez tech, mais il y a énormément de produits cachés derrière. Donc derrière tout ça, j'ai 4 PM. Jessica, Alexandra, Sabrina et Yann, qui sont peut-être là. Et j'ai un binôme qui s'appelle Cédric, qui est l'engineering manager qui pilote ces 4 équipes. Ok. Voilà. Au-dessus de nous, il y a un VP engineer et un VP product, Fred et François-Xavier. Alors, quand on en est là, comment on fait pour gérer la pression des deadlines en product management et comment on reprend la main? Donc, je vais volontairement caricaturer un peu le truc. Je vais rentrer un peu plus dans le cliché, mais il faut se dire qu'il y a des choses qu'on a vécues. Il y en a, je force le trait pour que le raisonnement soit plus simple à comprendre. Et parfois, je donnerai des exemples. En tout cas, ne vous dites pas c'est la catastrophe, c'est se loger. C'est aussi bien que partout. C'est-à-dire, on fait des choses et on améliore constamment. Et globalement, ça marche. Voilà, c'est ça qui compte. Le fait qu'on ait du bordel qui arrive souvent dans les roadmaps, ça vient d'un manque de cohérence dans les prios de l'entreprise, mais surtout dans les prios des sous-systèmes de l'entreprise. On a un market qui veut avoir du trafic. On a du commerce qui veut vendre plus. On a product and tech qui veulent mettre en place des features utilisateurs, qui veulent maintenir le système en conditions opérationnelles, qui veulent l'améliorer.
On a un service client qui doit accompagner les utilisateurs en cas de problème ou pour améliorer des choses. Cependant, chacun a ses objectifs, sa vision, mais des fois, ce n'est pas aligné autour d'un objectif commun dans l'entreprise. Et c'est souvent là que ça déconne. Parce que c'est légitime pour tout le monde, c'est juste pas cohérent en soi dans le global. Donc, si on part d'une base, on a une belle roadmap avec des choses à faire ordonnancées par valeur, priorisées donc. On fait le premier, on l'améliore, on fait le deuxième, on l'améliore. Là, d'ailleurs, Maxime, je sais pas si tu vas nous en parler, mais en termes de format ici, tu viens de parler de roadmap. Est-ce que là, on n'est pas plutôt sur du release plan, ce que tu es en train de nous présenter là, avec le 2 février, je veux telle feature, ou c'est vraiment une vision quand même roadmap? Non, c'est une vision roadmap. C'est justement le moment où la deadline arrive, où on se retrouve avec plutôt du release planning. Ok, d'accord. Alors, c'est OK, on travaille tel objectif, on fait cette chose, on améliore le tracking parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir une bonne vision de l'utilisateur, c'est important. OK, de quoi on a besoin par rapport à quel service qu'on veut améliorer. On se rend compte ensuite, par exemple, la double autente. OK, on a des retombées utilisateurs sur du phishing. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce phishing? Et on commence à travailler. Alors, ça marche aussi bien en delivery qu'en discovery, ce système-là. C'est juste qu'effectivement, quand on veut reprendre la main, il faut repartir du delivery pour remonter au fur et à mesure. Donc, ne vous étonnez pas si ça fait plus delivery, ça marche juste dans les deux cas. Donc, on est avec ce système, avec des choses ordonnancées qu'on va travailler. Puis d'un seul coup, on commence à avoir des gens qui arrivent et qui nous disent ah, mais moi j'ai une deadline, j'ai un truc là, c'est vraiment important. C'est pour après-demain. OK. Donc on sent une certaine pression et une certaine urgence qui se met en place. Pression qui est chez l'autre, mais qu'on récupère en fait, et pas forcément légitimement. On commence à avoir un deuxième imprévu qui arrive comme ça. J'ai un truc à faire pour le temps, j'ai oublié de te prévenir. OK, j'ai besoin de ça. J'ai vendu telle feature à un client, j'ai oublié de te prévenir parce qu'on doit lui faire une règle dérogative. Ah bon, ça part quand le contrat? Dans un mois. Ah. Entre-temps, il y a de la TMA qui commence à arriver parce que il y a toujours de la TMA qui rentre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis à l'arrivée, là, votre roadmap bien organisée dans le bon axe, on se retrouve comme ça. Les choses importantes qui avaient de la valeur, qu'on avait priorisées, il y en a un paquet qui ont sauté. Et puis à l'arrivée, il reste les imprévus, quoi. Et finalement, on se met à courir après les deadlines. Et puis, on ne fait que gérer de l'imprévu parce qu'on n'arrive pas à reprendre la main pour aller reprendre une action planifiée. Ça ressemble souvent comme ça, à ça. Je continue. Donc là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on ne se retrouve qu'avec des demandes qui sont toutes prioritaires, donc en fait, qui ne le sont plus. On ne sait plus comment reprendre la main et qui sont toutes urgentes. On se prend une pression assez forte du fait qu'il y a trop de sujets, on n'arrive plus à réfléchir proprement, on n'arrive plus à prioriser, on ne sait plus comment être efficace, on se dit juste qu'il faut aller vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Et puis là, on commence à accumuler sa dette produit et sa dette technique, parce qu'on fait vite, donc on fait mal. Et puis là, c'est le début des angoisses. Donc, d'un côté, on a des techniques qui commencent à s'accumuler, la dette produit aussi. De l'autre, on a du mal à finir les choses. On doit aller trop vite. On se prend les deadlines de plein fouet. Des fois, on est obligé d'abandonner des projets parce qu'en fait, on a passé la deadline qu'on n'arrivait pas à livrer. Donc, on a fait des trucs pas forcément de bonne qualité ou pas faits. Et on se retrouve coincé entre des deadlines qui s'enchaînent et des gens qui sont mécontents en amont. Et on est au milieu de ce truc-là. Et là, il n'y a aucun moyen de s'en sortir proprement. De toute façon, on ne va faire que subir. J'ai une question à ce stade. Typiquement, tu parlais de la, parce qu'en fait, ça rejoint le sujet principal, c'est la gestion un peu de tes parties prenantes, j'imagine. Comme tu le dis, le marketing a besoin de ça, le commercial a besoin de ci. Ces gens-là, ils sont embarqués dans ton cycle produit, ils connaissent entre guillemets les règles du jeu. Est-ce qu'il y a des moments où toi tu fais de la priorisation avec eux, où en fait c'est eux face à leurs propres besoins? Tu fais un atelier type, voilà, on en connaît plein, Moscow, BioFeature, ce genre de choses, et tu leur dis bon,
C'est quoi les prios? Moi, je pourrais pas tout faire, tout absorber. Comment tu gères ça en fait? Ça vraiment, ça te tombe dessus et il n'y a pas de marge de manœuvre Alors, pendant une période, ça tombait dessus et on avait très peu de marge de manœuvre. Justement, grâce à ce qu'on va discuter là, Ouais, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Effectivement, il y a un cadre et il se heurte au cadre. Et après, on voit si on ouvre la porte ou pas. ok. Et maintenant, on fait ça. Effectivement, ça va mieux. Et donc, si on a ces gens justement qui sont mécontents, qui arrivent avec leur propre prio, leur propre demande et qui considèrent que le product on tech doit leur résoudre leurs problèmes, hein, on se retrouve avec des équipes chez nous qui deviennent globalement stressées quand même. Faut pas se leurrer parce que d'un seul coup, c'est des gens qui sont donc des product managers, des software engineers. Hein, j'insiste, moi je les appelle pas les devs ou j'essaye d'éviter parce que c'est des software engineers, c'est des gens qui sont là pour faire de l'ingénierie logicielle, enfin du soft, qui sont là pour monter des belles choses, des choses qui sont pérennes dans le temps. Donc on leur donne les moyens de faire du mauvais travail et donc de se trouver dans une situation où ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Donc, on va avoir des équipes qui sont dans une sorte de mal-être. En plus de ça, comme on va accumuler la dette technique, on va avoir de plus de mal à livrer parce que ce qui va se passer, c'est que la dette technique s'accumulant, les choses vont être imbriquées, vont être mal gérées. Dès qu'on va vouloir commencer à changer quelque chose, ça va tout péter. Et ça, je pense que pas mal de gens l'ont vu. Nous, ça nous arrive encore souvent. Ça s'améliore, mais on a encore des choses comme ça qui... On change un pipeline de distribution, par exemple de lead, et puis en fait, il y a 12 trucs qui pètent parce qu'on n'était pas au courant que c'était complètement imbriqué. Donc là, on va droit vers la catastrophe. On se prend une belle ornière. Hein, je pense que Charles, je suis entièrement d'accord avec toi, on l'entend souvent cette phrase. Là, on est bien dedans, on est dans la boue, on est dans le bourbier. Là, la voiture est coincée. Pour sortir la voiture de l'ornière, il faut du matos. C'est pas facile de le trouver. Et puis souvent, on arrive à la sortir un peu, mais derrière, elle se réembourbe et on continue comme ça. C'est hyper difficile, c'est vraiment inconfortable. Et à tenir sur la distance, bah, c'est pas viable en fait. C'est là où on va avoir d'autres problèmes. Alors, on va avoir déjà des problèmes autour de ce qu'il va falloir faire. Et j'avais trouvé un graphe que je remercie, mon designer m'a refait. Donc, merci Maxime Pernaud d'être passé sur la presse au passage. Au début, on court après les nouvelles fonctionnalités, les choses à faire rapidement, et on gère l'inattendu, et on va très vite, et c'est très marrant, ou pas. Et puis derrière, on se retrouve à gérer uniquement de l'inattendu, parce qu'en fait, on a la TMA qui pète, on a des gens qui arrivent toujours au fur et à mesure, constamment, avec des nouvelles demandes et des deadlines, parce que finalement, ils ont l'habitude de ça, donc pourquoi on ferait autrement? On se retrouve à gérer de la complexité, des dépendances, des sujets compliqués, où il y en a qui pensent qu'effectivement, ça ne prend que 2 jours. En fait, non, pas du tout. Ça prend vachement plus. Et volontairement, j'ai laissé le bout dépasser en haut parce qu'on va essayer d'améliorer un peu ce qui marche pas pour sortir de notre TMA, là, de notre legacy. Mais on va le faire sur le temps boulot et puis en best effort en plus pour essayer de regratter un tout petit peu de temps pour essayer de respirer. D'ailleurs, un petit conseil, j'en profite, ça c'est quelque chose nous on a souvent constaté là au campus et même moi quand j'étais PM, toujours se dire voilà, même si j'ai une vélocité de aller 50, je me garde 20% quand même pour anticiper du bug, pour anticiper quelque chose qui pète. Jamais se dire si je fais 50, je vais remplir à 50 pour le sprint qui vient, sinon évidemment ultra compliqué d'être derrière un peu agile quoi et pouvoir rebondir. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qu'on remet après dans notre système. Alors, vous allez voir, on repart de la base. Hein. C'est pas beau c'est pas beau, mais c'est efficace. Et ça nous permet de remonter après dans une agilité qui est bien meilleure. Je vous explique ça juste après. On part de notre futur compliqué là. Hein. Donc, on va vers ça. Hein. On y va bien. Je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, mais on va par là. C'est-à-dire vers la galère. Et ce qui se passe est vécu. Hein, c'est donc notre dette technique, elle s'accumule. On veut livrer, ça nous pète à la tronche. Donc là, on a les équipes techniques qui viennent nous voir, qui disent bon les gars, soit en refacto, soit compliqué. Ok, ça prend combien de temps de refacto? 6 mois. Ah, ok. Donc là, on est embourbé. Bien.
Parce que Ouais. soit on monte du legacy sur le legacy, soit on nettoie, mais les gens en face, ils sont pas prêts à avoir une refacto de 6 mois. Ou alors, cas rare. Ensuite, on a le produit. Le produit, il a de plus en plus de mal à livrer aussi. Euh, donc, là où les concurrents qui arrivent à avancer à peu près correctement lancent des nouvelles choses qui deviennent des hygiene factors pour le marché, bah, on n'arrive pas forcément à suivre. Et puis, si on veut se démarquer du marché en lançant des fonctionnalités qui, on pense, vont résoudre le problème que l'internaute nous a remonté ou le client nous a remonté, qui va lui amener de la valeur, va lui donner envie de nous acheter des trucs supplémentaires, de payer plus ou juste de rester chez nous, bah, on commence à ramer à livrer ce genre de trucs. Ce qui fait que dans la foulée, on a le commercial qui va, ou le service client qui va avoir les clients au téléphone qui vont commencer à dire les gars, ça marche vachement moins bien vos trucs, moi j'ai plutôt envie de partir. Donc soit on baisse les, soit on a des clients qui partent, soit les clients râlent. Donc dans tous les cas, ça génère de la tension, soit sur les finances, soit sur le service client qui n'aime pas trop se faire hurler dessus. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le service client parce que c'est quand même un métier vraiment très dur. Et puis pour finir, on a les équipes, donc Product and Tech en particulier, qui sont assez mécontentes. C'est quand même des profils qui sont durs à trouver. Des bons profils, c'est dur à trouver, c'est facile à perdre. On se retrouve donc avec du coup de recrutement supplémentaire, parce que les gens partent, on perd de la connaissance, on perd de l'historique. Et cerise sur le gâteau, potentiellement, la marque employeur, elle prend un coup. Donc là, en plus, on va galérer à recruter, encore plus. Pardon, vas-y, termine si j'avais quelques questions. Donc, la dette technique, dès qu'elle commence, en fait, elle va se propager dans l'entreprise si elle n'est pas gérée rapidement. Et ça vient en particulier de cette volonté du fait d'être géré par les deadlines. En fait. Ouais. Et justement, j'avais une question parce que ça, c'est souvent un sujet qui revient. Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur la manière de bien gérer sa dette technique? Il y a plein de bonnes pratiques, mais si toi, tu as un avis dessus, ça peut être intéressant. Tu vois, pour commencer, typiquement, moi, je sais qu'il y a des personnes qui se disent, bon, bah pareil, si j'ai 50 de vélocité en sprint, je peux dédier par-ci par-là 5 points de refactoring. D'autres personnes où l'effort c'est plutôt dans de la documentation accrue, quitte à l'inclure dans les sprints. Voilà, est-ce que tu as des astuces comme ça? Moi, il y en a une, c'est... Enfin, il y en a une. Je pense qu'il est important de garder une trace de la dette technique. Quand on livre quelque chose rapidement, c'est effectivement important de le documenter. Et après, de se poser la question, OK, est-ce que ce système avec cette dette technique peut tenir longtemps? Si oui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y retoucher si je pense que c'est un standalone et que ça tient en charge opérationnelle? Oui ou non? Si c'est non, OK, bah en fait, le plus vite possible, on essaie de le reprendre. OK, j'ai livré ma feature vite, j'ai livré de la valeur rapidement. Par contre, derrière, bah, c'est pas grave, je le refais tout de suite après. Ouais. Et au moins, l'utilisateur a eu sa valeur. Par contre, vouloir enchaîner à juste livrer de la valeur, si derrière, il n'y a pas de refacto, bah, on va se retrouver avec un nouveau bourbier. Et là, c'est le seul moyen de faire ça, ça sera ensuite d'isoler chacun des morceaux. Donc, ça demande quand même du boulot de conception. Pour ensuite pouvoir les refactorer séparément au fil de l'eau ou alors de devoir faire une migration massive, qui est toujours coûteuse et dangereuse. C'est intéressant donc considérer limite que la feature que t'as shippée, on va dire quick and dirty entre guillemets, excuse-moi du terme, la considérer comme un MVP en fait. Et si la feature elle est vraiment prouvée, utilisée, là tu commences à refactorer derrière pour la peaufiner, quoi. Voilà, moi j'aurais tendance à faire des choses comme ça. Par contre, il faut être discipliné sur le fait que, désolé, la feature d'après potentiellement, le service d'après, il va attendre un peu. Parce que si notre service là, il monte en puissance, on va avoir des trucs qui vont péter forcément. Peut-être les appels bases ne sont pas optimisés. Peut-être qu'on pourrait le rendre un peu plus sexy. Je ne sais pas, plein de choses. Voilà, on va améliorer la feature avant de se dire, OK, je repars sur autre chose. Sinon, ça devient dangereux. Alors, je ne dis pas qu'on le fait à tous les coups, hein, mais là, on y travaille fortement à aller dans cet axe-là. Et moi, j'aurais une deuxième question, vu que tu es en B2B, et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans les produits B2B. Tu as un service commercial.
En sales B2B, c'est vrai que parfois, on va dire qu'on a du mal à dire non aux clients. Et donc, ça peut arriver que des commerciaux, parfois, maîtrisent même pas d'ailleurs assez bien le produit pour être en capacité de dire, bah non, ça, on ne l'a pas, ou ça, je sais pas quand on le livrera. Donc, on se retrouve à vendre des choses qui n'existent pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Et si ça arrive, comment tu le gères aussi? Alors, c'est effectivement une culture qui a existé, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une partie de legacy autour de ça. Là, ça arrive de moins en moins souvent parce qu'on évangélise beaucoup en disant on va vers de la standardisation, donc ces choses-là que vous aviez l'habitude de vendre, qui ne sont pas opérationnelles pur et dur, qui sont en fin de vie, qui vont devoir être modifiées à la volée pour un client en particulier, on ne le fait plus. Voilà. Et il est vrai que dernièrement, on nous avait dit, alors je ne sais pas comment ça s'est résolu, mais en tout cas, moi, ma réponse était assez claire. On a vendu un truc, il faut le faire rapidement là. Et moi, Ouais. j'ai dit, bah non. Hmm. Et là, les discussions sont un peu différentes, mais ça rejoint un peu ce qu'on dit après. Après, moi, j'avais passé la main à mon boss à FX, donc je ne sais pas trop comment ça s'est résolu. Mais c'est vrai qu'on évangélise sur le fait qu'on arrête de faire du spécifique, parce que après, à maintenir, ça devient trop compliqué. Hmm. Trop compliqué. Et des questions du public avant que tu termines, parce qu'elles sont quand même en lien avec ce que tu viens de dire là, en tout cas. Si ton produit portait son PNL, cela pourrait-il simplifier la priorisation? Alors, en fait, on ne peut pas toujours prioriser par le PNL, parce que, par exemple, une migration technique, genre une refonte AWS, Ouais. bah, ça n'améliore pas le PNL du tout. Voire même, ça peut le réduire, c'est-à-dire dans les losses, le coût de la migration, puis le coût de la WS a un prix. Par contre, il y a des choses cachées qu'on ne voit pas, c'est-à-dire on a moins de maintenance opérationnelle de serveurs, on a moins de problèmes de charge qui pourraient nous péter à la tronche et qui fait qu'un site qui pourrait tomber. Tout ça, c'est des choses masquées. Donc en fait, la valeur, c'est pas juste de l'argent. La valeur, c'est aussi est-ce que l'utilisateur, il aura une meilleure expérience? Est-ce que le site ira plus vite? Donc ça rentre dans l'expérience. Est-ce qu'il aura envie de faire de la pub pour nous? Est-ce qu'on lui ramène un truc, même si c'est gratuit? Voilà, peut-être qu'il y a des features gratuites. Bah, en fait, c'est juste génial. Comme sur Amazon, Prime Video, c'est gratos si vous avez le compte premium Amazon. Voilà. Mais pourtant, ils ont juste rajouté un truc à un prix déjà payé, mais pour eux, c'est un centre de coût finalement. Hein. Mais juste, bah, Ouais. moi, j'ai envie de rester sur Amazon Prime grâce à ça. Quoi. Hmm. Ça me fidélise. Non, en fait, ça crée de la valeur, mais non, je dirais monétisée ou enfin plus difficile à calculer, quoi. Exactement. On peut pas se fier exactement qu'aux chiffres. Je vais te laisser avancer parce que en fait, il y a encore des questions, mais à la limite, j'essaierai de te les poser au fil de l'eau. Ok, pas de problème. Faut couper les mots. Alors, comment on remet la valeur au cœur du processus? C'est assez simple à dire. C'est un seul mot, c'est non. C'est le mot magique. Alors, oui, c'est facile à dire comme ça, c'est pas forcément facile à faire. On va en parler. C'est être capable de dire non et de manière argumentée. Et pour pouvoir dire non de manière argumentée, eh ben, en fait, il faut un cadre. Et c'est ça qu'on va travailler. Alors, Amen. le travail du product, en français, la phrase est moins cool, mais je vais quand même la faire en français. Donc, la plus importante chose à faire, c'est de garder la plus importante chose à faire, la plus importante chose à faire. C'est quand même moins cool en français. C'est mieux Google Trad. Mais le travail du produit, c'est de rester concentré sur la chose la plus importante à faire. C'est vraiment son taf. Et d'empêcher ou de discuter quand quelqu'un dit non, j'ai une autre chose importante à faire. Okay, bah là, il faut discuter. Et pour ça, donc, je maintiens, il faut un cadre. Le cadre qu'on a modifié, c'est l'année dernière avec mon binôme Cédric. On a mis en place un nouveau processus de roadmap.
qui était très simple. On a caché la complexité dans les règles, en fait. C'est déjà, OK, si vous venez nous poser des questions sur les deadlines et le fait qu'on délivre vite, bah, nous, il faut qu'on vous réponde avec deux choses. La bande passante, qu'on est capable de mettre en face, parce que chaque chose à faire a un coût. Ça ne prend pas 2 jours. C'est des gens qui vont faire un système maintenable en production. Voilà, c'est comme une voiture. Si on vous met des roues qui n'ont pas la bonne taille, vous pouvez faire 3 km avec. Hein, c'est le principe du galet quand vous avez le pneu trouvé. Par contre, si vous voulez faire 300 bornes à 150 km/h, que la direction elle tienne et que vous n'alliez pas dans le mur, c'est pas la même affaire. Donc il y a cette histoire-là, de prendre le temps de faire les choses. Et deuxième truc, la priorisation. C'est quoi les sujets importants? C'est quoi qui amène de la valeur, d'une manière ou d'une autre? Financière, en rétention utilisateur, en referral, n'importe. Mais que ça amène de la valeur. Donc, on change ce cadre. On fait un truc très simple et assez bourrin, j'admets. Alors, déjà, on remet à plat les estimations des capacités de livraison par équipe. Il y a un truc à comprendre. Souvent, on fait de la vélocité par équipe et chacun chiffrera différemment. Une équipe, pour un sujet, dira « moi, ça me prend 10 » et un autre dit 27. Ah oui, ok. En fait, le 27 de l'équipe 2, c'est le 10 de l'équipe 1, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas la même langue. Ouais, ils ont chiffré différemment. Pour expliquer ça à des gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans ce mindset-là, donc des gens extérieurs au produit N-Tech, on a fait un truc hyper simple. On a dit, tu prends un dev, tu prends un sprint au 1M, taille de t-shirt. On calcule le nombre de devs disponibles par nombre de sprints. Mettons, on a 3 devs, 6 sprints, ça nous fait 18 t-shirts dispo. Voilà. De là, on retire la TMA, les vacances et une marge de sécurité supplémentaire, qui n'est jamais assez grande malheureusement, mais bon, ça fait sauter à peu près 50% du truc, et on se retrouve avec 9 capacités de production. C'est pas hyper sexy, hein, c'est du temps homme, mais ça marche. Mais merci vraiment. La formule, moi, c'est la première fois. T'as inventé cette formule ou tu l'as trouvée quelque part? Parce qu'elle est, je la trouve super claire. Enfin, ouais, merci. Bah, on a fait un truc rationnel où on se disait ok, on a du temps, il faut retirer le temps qu'on n'a pas. Le temps qu'on n'a pas, c'est ça. Et puis voilà. Et en face de ça, on prend les sujets et on les chiffre à la grosse maille et on dit voilà, bon bah j'ai 9 capacités de production, là vous m'en demandez 36. Comment on fait? On peut prendre qu'un cas. Voilà, donc soit on prend des bouts de sujet parce qu'on a bien découpé, parce que la valeur elle est vraiment dans des petits bouts du sujet, soit on n'en prend que 2. C'est comme vous voulez, soit on n'en prend qu'un d'ailleurs. Et là, ça oblige à faire des choix. Non, je me gourde, je clique au mauvais endroit. En fait, si on le fait graphiquement, ça se voit très bien. Vous me demandez tout ça, regardez, j'ai que 3 mois, comment on fait? Ouais. Ça oblige à se poser des questions. C'est pas agile au sens où pas mal de gens se le disent. Hein. Un Gantt, c'est pas forcément agile. Mais en fait, on a besoin de ce cadre pour revenir à des discussions autour de la priorisation et de la valeur qui sont, elles, agiles, en fait. Mais Maxime, je vois pas pourquoi tu dis que c'est pas agile pour le coup. Parce que, enfin, je trouve ça justement, enfin. Il y a reformulation. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est pas agile parce que en fait, c'est très verrouillant. Mais le cadre agile est en fait extrêmement verrouillé et ne permet des actions qu'à certains moments. Je pense qu'effectivement, ça implique que tu aies mappé un peu exhaustivement, ben, du coup, la taille du ticket, quoi. Enfin, pour que tu puisses faire l'estimation, ça implique que tu as un peu tout déroulé. Mais sinon, à part ça, pour moi, moi, je peux que confirmer. Et je mentionnais en début de webinaire le buy a feature. En fait, pour les PO qui l'auraient pas fait, c'est exactement ce que décrit Maxime. Vous dites à vos parties prenantes, bon, bah, vous avez un budget de 9, ou en tout cas un budget de ta capacité Maxime, et voilà les features que vous demandez. Il y en a une qui coûte 1, 2, 3, et puis ils ont leur budget, ils font ils font leur propre prio, et comme ça, on n'a pas dit non, parce qu'il faut savoir dire non, comme disait Maxime, on n'a pas juste dit non, au revoir. C'est eux-mêmes qui ont fait le choix, ou en tout cas donné leur input, et puis mais pour moi, c'est agile. Enfin,
Là, on a eu un cas il n'y a pas longtemps, et j'en veux pas à la personne. Enfin, ça arrive, en fait, c'est juste que les gens, ils connaissent pas nos métiers. J'ai quelqu'un du commerce qui vient me dire, j'ai un client, il doit faire une migration, mais ça lui coûte un peu cher. Est-ce qu'on peut lui allouer un dev pour faire ça à sa place? Bah, on ne connaît pas sa code base, on ne sait pas comment c'est fait. On devient responsable du sujet. Ça nous empêche de faire nos prios, donc en fait, c'est non. C'est non. Voilà, on va rester concentré sur nos trucs et on ne va pas aller faire à droite à gauche des choses qui, on pense, prennent 2 minutes et en fait prennent potentiellement 3 semaines et en plus, on s'embarque dans des galères pas possibles. Et je m'entends, c'est pas leur métier de savoir ça. C'est à notre métier, par contre, de les évangéliser autour de ça. Ouais. Deuxième cadre, du cadre qu'on a rajouté, on a demandé au manager, donc au VP, FX et Fred, de prioriser les choses dans un truc extrêmement contraint, c'est-à-dire de P1 à P5, ça c'est les niveaux de priorité, et pas plus de 5 P1, parce que c'est facile de mettre 12 P1 et dire ça c'est les 12 trucs prio, les gars. Ok. Par contre, si on en met 5, bon, déjà, les équipes, elles ont moins de mal à se retrouver. Enfin, elles se retrouvent beaucoup plus facilement. Ok, la priorité 1.1 de ce truc-là, j'en sais rien, c'est la migration AWS. Bon, ok, bon, déjà, si j'ai des sujets AWS, ils vont là-dessus. Voilà, c'est très clair, c'est très simple. C'est assez top-down, mais ça permet qu'on travaille tous en même temps sur les mêmes dépendances et sur les mêmes sujets. La priorité, elle est quand même assez claire. On a fait ça dans un outil très graphique, très visuel, parce que c'est facile à manipuler et ça montre les contraintes qu'on a imposées. Et puis, c'est partagé par tout le monde. Voilà, maintenant, c'est les gars, vous pouvez faire ça. Bah, non, voilà notre piste de priorité. Tu es à quel niveau? P4, 4. Désolé, on a un peu de taf avant. Alors, j'y viens après, ça n'empêche pas de réfléchir quand même intelligemment en se disant, ok, bon, peut-être que ça, effectivement, c'est pas gros. Peut-être que ça les débloque beaucoup. Voilà, il faut réfléchir. Mais au moins, on a une règle claire. On a un cadre de vélocité, enfin de capacité de travail. On a un cadre de priorité. Et à partir de là, bah, on commence à discuter tous ensemble. On peut faire 3 choses. Des choses bien, des choses rapides et des choses à faible coût. Enfin, pas trop cher. Mais on peut les faire que par 2. Enfin, on peut avoir que 2 valeurs à chaque fois. Donc, bien et pas cher, c'est quelqu'un, peut-être qu'une personne qui va travailler sur un service au fil de l'eau, mais qui va le faire correctement. On va avoir la version rapide et de bonne qualité, mais ça va impliquer beaucoup de gens et encore plus de synchronisation. On n'ira pas 2 fois plus vite avec 2 fois 2 devs. S'il y a 2 fois 2 devs, il y a forcément quelqu'un qui va faire de la synchro supplémentaire ou un dev qui va en faire, donc qui ne va pas aller aussi vite qu'un autre parce qu'il va faire du Scrum Mastering ou autre. Plus on augmente la taille des équipes pour aller vite, plus on a besoin de coordination. Je n'ai pas mis le schéma là, mais on voit bien les schémas avec 4 points. Il y a 6 traits possibles entre les gens. Si on rajoute un 5e point, d'un seul coup, je ne sais plus, je crois qu'on doit monter à 11 assez vite ou un truc du genre. Ça se voit très bien. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on peut faire du rapide et du pas cher, mais derrière, on va se retrouver avec de la dette technique. Donc, il faut le savoir. Donc, il faut le prévoir. Donc, on a tout ça, et à l'arrivée, on se retrouve. Alors, c'est un Miro, hein, c'est pas un Jira. Effectivement, un Jira, c'est plus facile à manipuler, plus facile à maintenir surtout. Mais un Miro, pour faire une base de roadmap, en fait, c'est plutôt cool. Parce que déjà, il y a des features qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui sont très bien. Et puis, c'est très visuel. On a le truc devant le nez et on dit c'est comme ça. Et on fait un peu release planning. On dit, bon, on pense qu'on va travailler de là à là sur tel sujet, de là à là sur tel sujet. Entre nos contraintes techniques de capacité de travail et les prios, pour en arriver là, en fait, il y a de la discussion. Hein. Il y a des équipes qui vont dire, OK, tu vas faire une migration AWS, mais attends, j'ai tel truc à refactorer avant, donc je le mets avant. Mais c'est discuté, c'est partagé, on est OK, et on commit tous ensemble. Sur un outil comme ça aussi, on voit bien les dépendances. J'ai équipe 1 et équipe 2 qui ont une dépendance. Il faut que l'équipe 1 travaille avant équipe 2.
On voit, je ne sais pas si on voit bien les flèches, mais il y a des flèches vertes. Voilà, c'est des flèches de dépendance qu'on a mises. Et enfin, quand on monte ce truc-là et que quelqu'un arrive avec un nouveau sujet, on lui dit, tu vois, ton sujet, il doit remplacer telle brique, tel sujet, je sais pas, la migration AWS du référentiel géographique. La migration AWS, c'est du maintien en condition opérationnelle. Si on ne le fait pas, potentiellement, on aura nos serveurs qui vont tomber, on ne sera plus en ligne. Ton sujet, est-ce qu'il est plus important que le fait qu'on ne soit plus en ligne? Je ne pense pas. Donc à partir de là, on dit OK, on te repriorisera plus tard. On a bien pris en compte ton sujet, on le rentre dans le backlog, mais à l'heure actuelle, les conditions opérationnelles, c'est plus important que ton sujet à toi. D'ailleurs, j'ai une question. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi en termes, je dirais, de ressources et d'efforts. Et en fait, c'est ultra important. Est-ce que toi, tu as trouvé un mode de calcul pour la valeur? C'est-à-dire, quand tu dis AWS, beaucoup de valeur, sans t'appuyer forcément sur du PNL ou du chiffre d'affaires, comment tu justifies ça? Enfin, est-ce que tu le fais avec des chiffres, quoi? Ou un système? Alors, des fois, c'est avec des chiffres. C'est effectivement, ce truc-là va nous faire gagner 500 000 euros versus ce truc-là, 200 000. C'est chiffrable. Après, il y a un truc que je n'avais pas mis, c'est qu'on a des P0, en fait, qui sont les conditions d'urgence, qui sont le RGPD, la mise le maintien de conditions opérationnelles, et qui fait que le site, en fait, est juste up. Bon, le fait que le site soit up, c'est juste une phrase. C'est désolé, sans ça, le site potentiellement est à risque. Et à remonter, ça nous prendra tant de temps. Ça sera donc une galère colossale. On peut chiffrer effectivement la perte sur, on estime une semaine de boulot perdue pour tout le monde et le drame, quoi. On peut le chiffrer. Mais juste le fait de dire mon site est à risque et peut tomber, en fait, pour nous, c'est juste un no-go, quoi. C'est OK, ça devient prioritaire et c'est comme ça. Et on passe en force pour le coup. Alors, grâce à ça, on peut dire non. Donc, le cadre offre la liberté de dire non. Et le cadre, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'être extrêmement solide et tenu, c'est-à-dire que les règles soient partagées par tout le monde, quand on veut faire des changements au sein du cadre, en fait, on suive ces règles, on se les applique et qu'on en discute pour faire ces changements. Et deuxième chose, on a besoin d'un soutien managérial qui est assez fort. Pour la bonne raison qu'on va dire non. Donc souvent, mettons, j'ai Jessica qui dit non, qui est une de mes PM. Jessica dit non. Je vais avoir la personne qui elle a dit non qui va m'appeler, qui va me dire « Ah, elle m'a dit non ». Je vais dire « Bah oui, c'est vrai, elle t'a dit non. » Et je continue à te dire non. Et potentiellement, ça peut escalader. Mais si moi, je commence à dire « Ah, je sais pas trop », en fait, c'est presque un oui déguisé, quoi. Et donc, ça va donner l'autorisation à mettre la pression sur Jessica jusqu'à ce qu'elle cède. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que Jessica et son équipe puissent travailler sereinement sur les sujets qui sont prioritaires. Par contre, si on vient me voir, elle m'a dit non, mais pour toutes ces raisons, je pense que c'est prioritaire. Ok, je regarde avec elle. Ok, peut-être qu'il a raison. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Ou non, il n'a pas raison, c'est fini. J'ai une question par rapport à ça du public. Est-ce qu'il y a des rituels pour soutenir le cadre? Effectivement, moi, j'ai déjà été confronté typiquement à des situations où il y a ce type de cadre, quels que soient les modes de calcul et tout, mais voilà, on joue le jeu. Moi, j'emploie vraiment le terme, faut jouer le jeu. Mais il y a des personnes, par exemple, elles dépendent d'une autre BU ou elles sont pas dans ton équipe produit ou voilà, ça ne joue pas le jeu. Comment tu gères ça? Comment tu tiens ton cadre ou tu gères la déception, quoi? Comment dire, les gens en face jouent pas le jeu et se heurtent au cadre. Je reformule. Hein. Les gens en face jouent pas le jeu, heurtent le cadre et après sont malheureux, c'est ça que tu me dis? Alors ouais, il y a deux situations. Il y a la situation 1, est-ce que ça t'est déjà arrivé des gens qui jouent pas le jeu? Donc là, comment tu fais? Et la situation 2, de manière générale, comment tu tiens ce cadre de manière continue? Donc est-ce qu'il y a des rituels particuliers? Est-ce que je sais pas, moi tu mets des post-it partout à l'entrée, veuillez respecter le cadre, je sais pas, tu vois, tout ce que tu veux. Situation 1, la personne veut pas respecter le cadre, donc elle veut passer en force dans le backlog Ouais, de quelqu'un. voilà, ça oui, ça c'est moi, à titre perso, je l'ai déjà vu plein de fois. C'est là où le soutien managérial est obligatoire. D'accord. Le cadre,
tu ne veux pas le respecter, on t'a pourtant dit non, on veut des métriques ou de quoi discuter pour savoir si, effectivement, on modifie l'intérieur du cadre pour toi. Tu ne veux pas le faire, c'est non. C'est non. Et le manager du site dira non, et le manager du dessus, normalement, dira non aussi. Et c'est comme ça. Et s'il ne joue pas le jeu, bah, perdu. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit, j'ai plein d'idées de features pour MySoloG Pro. Je t'ai fait une presse, voilà, tu peux me faire passer ça quand? Je regarde ces trucs. Et encore une fois, hein, c'est pas de sa faute. Il ne connaît pas ces choses-là, il ne connaît pas la culture produit. On va l'amener à, et c'est important. Donc, je dis, OK, il y a quoi? Il y a un truc obligatoire légal. Voilà, ouais, bon, effectivement, c'est moins important que tel et tel sujet parce que c'est du maintien en condition opérationnelle. Je regarde pour le mettre après, c'est dans telle équipe, je leur transfère. Très bien. À côté de ça, il me dit j'ai une idée, je pense que ça, c'est bien pour l'utilisateur. Tu penses que ça, c'est bien pour l'utilisateur? Ou l'utilisateur te dit j'ai un vrai pain point et alors là, il faut qu'on s'y penche. Non, c'est un truc que je leur suggère, mais quand je leur dis, ils trouvent que c'est pas mal. Ok, bah ça, c'est non en fait. Je te le dis tout de suite. On s'arrête. Tu as une idée, le mec te dit en face ouais, bof, moi, je n'irai pas gratter, j'ai d'autres problèmes à gérer en fait. Ok. Donc ça, c'est pour la réponse 1. Pour la réponse à la question 2, qui est le cadre, alors, on a des rituels sur les roadmaps qui sont tous les 3 mois. Alors là, ça va un peu changer, il se passe des choses en ce moment. Mais le cadre était tenu comme ça. Après, ce qui se passait à l'intérieur des roadmaps, on discutait à la volée, mais en essayant d'être le plus propre possible. Et en partageant l'information tous ensemble. On n'avait pas de rituel. Moi, j'aurais bien aimé, mais c'est pas un truc qu'on a réussi à mettre en place. Voilà, toutes les 2 semaines ou tous les mois, comme j'ai vu dans d'autres boîtes, on reprend les sujets, les trucs qui rentrent, les trucs qui pourraient sortir, et ainsi de suite, et on continue. Ça, on ne l'a pas. Par contre, on fait de la prio à la volée, mais on fait l'effort de se poser les questions, plutôt de juste dire aux gens, faites ci ou faites. Moi, j'ai deux questions vis-à-vis du management, du coup aussi, il y a de l'intérêt. On nous demande quid de, je suis PM dans ma startup et j'ai pas nécessairement, admettons, je suis dans une solo équipe, quoi. Par contre, j'ai pas le soutien de mon management avec les autres parties prenantes où il y a de manière effective pas de soutien du management. Comment je m'en sors? Et après, il y aura une deuxième question vis-à-vis du management, c'est, par exemple. Là, pour le coup, il y a bien un management. Attends, on va faire la première déjà. Vas-y, la première. Alors, la première question, tu es solo PM dans une boîte où tu n'as pas le support du management pour être capable de dire non et prioriser. Alors, ça s'appelle un delivery manager, potentiellement, hein, ça ressemble à ça, et potentiellement fuit. Parce que moralement, ça va être dur, très dur. Ok. Voilà. C'est catégorique, mais merci pour la réponse. Après, on peut tenter ce cadre-là, hein, mais ouais, sans soutien managérial, ce cadre-là, il est dur à tenir, quoi. Après, tu penses pas qu'il y a un travail de… En fait, c'est là où le PM doit enfiler sa casquette de Scrum Master, finalement, et faire ce travail de… Alors oui, il n'aura pas le soutien. Oui, je comprends. Donc, il devient delivery manager, en fait. Il va juste être là pour faire de la release. Ouais. Complexe. Et ensuite, il y avait une deuxième question, c'est quand ça tourne mal. Donc, je m'explique. Quid du soutien du management si cela tourne mal? Donc, dépassement de délai, un mauvais choix stratégique. Et je sais pas, 2 mois après la sortie de la release. Et en fait, grosso modo, le management te tourne le dos, quoi. Donc, il change les règles du jeu. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Là, c'est pas très fair. Ce qui peut se passer, effectivement, dépassement de délai, ça arrive. Cependant, en fait, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pourquoi on a dépassé les délais? Parce que en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une dépendance qu'on n'avait jamais vue parce que c'est un vieux bout de legacy. C'est un dépassement de délai parce que, je sais pas, on a eu des gens en arrêt maladie parce que Covid. C'est un dépassement de délai parce que les ops, ils n'ont pas répondu assez vite et qu'en fait, on n'a pas réussi à mettre les bonnes choses en prod au bon moment. Il y a plein de raisons. Après, c'est un mauvais choix stratégique. En fait, c'est un choix qui a été fait par le management. Donc, ça veut dire qu'il se tourne le dos à lui-même. Et ça, on peut avaler la couleuvre. On peut juste se dire, ok, ils me font porter le chapeau, mais bon, c'est comme ça.
parce que moi, le message de Charles m'a perturbé. Soit c'est pas très cool, quoi. C'est pas très cool. Mais et après, une feature qui marche pas comme espéré, il faut pas espérer qu'une feature, pour le coup, elle marche direct du premier coup. Alors c'est vraiment coup de bol, quoi. Pour un service. Ouais, c'est vrai. J'avais prévu de faire tant de milliers d'euros en plus. J'en ai fait que la moitié. Ok, ça veut dire peut-être que le product marketing, il n'a pas marché assez bien. Peut-être qu'il faut faire des relances. Peut-être qu'il faut communiquer différemment. Peut-être qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, il faut appeler l'utilisateur. Il faut itérer. Et c'est pas grave, en fait, c'est notre boulot. Ouais. En fait, être dans une équipe produit ou soutenir une équipe produit, c'est aussi accepter l'erreur de l'équipe produit ou l'erreur ou l'échec, mais pas au sens de ils ont fait une connerie. C'est juste, ça marche pas aussi bien que prévu, mais personne ne peut savoir que ça va marcher aussi bien ou aussi peu bien. On essaye de retirer un maximum d'hypothèses, de les valider ou de les invalider. Puis après, la réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Enfin, on part en voiture qui est bien entretenue, des pneus nickel, une bonne direction, machin. Il y a un nid de poule, on pète un pneu. On le vit tous les jours, en fait. C'est la fatalité du boulot. On peut pas prévoir l'imprévisible. Il y a des trucs, on peut s'y préparer, mais il y a des trucs juste, ça nous tombera dessus, quoi. Bon, merci, je te laisse avancer. Ça, c'est bien dommage. Je te laisse avancer sur la suite. Ouais, il reste un petit bout de temps. Ouais. Et donc, comment le fait d'avoir des roadmaps propres et dire non soulage, en fait, ça amène un cadre qui est plus serein. Le cadre limite les imprévus, parce qu'on en a parlé avant, ça favorise les discussions. Donc, en favorisant les discussions, on va avoir des sujets qui vont popper de droite et de gauche. On va pouvoir les anticiper, les remettre dans l'ordre, les reprioriser, se reposer les bonnes questions, donc les clarifier, parce que tu as tel sujet. Ah ouais, attends, j'ai besoin d'un peu de recherche utilisateur, genre la double tente, hein, typiquement. J'ai besoin de recherche utilisateur sur le flow utilisateur, j'ai besoin de savoir ce qui se fait à droite, à gauche, parce que là, on partait un peu bien en tête. Comment on améliore ce truc-là? Donc, on anticipe, et grâce à ça, on est plus précis. On va se poser les bonnes questions, et ça va nous permettre de savoir si un projet ou un autre, ou un sujet, fait qu'on est en train d'aller vers l'objectif, ou est-ce qu'on est en train de dévier. Grâce à ça, en fait, on reprend les questions en amont, plutôt d'être toujours le nez dans le guidon et en train de pelleter la neige devant nous, pour ne pas dire autre chose. Alors là, ok, on sait où on va, il y a les choses qui arrivent, on voit la tempête qui arrive, là, ok, je vais passer un peu à côté. C'est vraiment le genre de choses que ça permet de faire, d'avoir des roadmaps propres et de pouvoir dire non. Alors, les choses qui sont en cours de notre côté, ce qu'on disait, vouloir avoir des priorisations plus régulières et sanctuarisées. Sanctuarisées, c'est-à-dire, ok, on se voit une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois à tel moment pendant tant de temps. Voilà les critères dont on a besoin pour pouvoir discuter. Des fois, ça sera assez bien rempli, des fois pas. Mais le but, c'est qu'on se demande à chaque fois si les ressources, elles valent le coup d'aller là-dessus, enfin, si ça vaut le coup de mettre des ressources dessus ou pas. Si c'est pas, on arrête. Puis si c'est bien, on continue. Et après, potentiellement, ça permet d'aller vers l'OKR, qui est un peu le Graal en ce moment, tout le monde en parle. Mais faire l'OKR, enfin faire des OKR, en fait, ça demande beaucoup de il y a beaucoup de prérequis, quoi. Il faut des équipes autonomes, avec toutes les compétences en interne. S'il y a besoin de faire très tech, beaucoup de tech. S'il y a besoin de product marketing, beaucoup de product marketing. Les bons PM, ENCO. Donc, ça demande pas mal d'évangélisation autour de ça, et ça demande une culture produit très forte. Parce que si toute la boîte ne joue pas le jeu, on revient au cadre des roadmaps et à la protection autour de la roadmap. Ouais. Si la boîte joue le jeu, ok, on joue en objectif et chacun considère qu'effectivement, peut-être que la manière de résoudre le problème de l'autre est meilleure que la sienne, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la boîte avance et qu'à l'arrivée, on arrive à faire quelque chose de grand ou de beau, comme vous voulez. Alors, comment on en est arrivé à ça? Je peux le passer assez vite, mais c'était intéressant. Donc, je l'ai rajouté. Il a fallu convaincre qu'il fallait du changement. Donc, pour pouvoir faire ça, il a fallu... Donc, on s'est rendu compte que dans les rétros des équipes, on avait énormément de remontées autour de la gestion de l'imprévu et de la dépendance, mais c'était équipe séparée par équipe séparée. Donc, ça avait du mal à dépasser le contexte du manager, du middle manager, donc de Cédric et de moi. Remonter ça, c'est pas si simple. Donc, on avait besoin de montrer que c'était un problème systémique. Pour faire ça, on a
on a fait un atelier que je vais détailler après, où on donne la parole à tout le monde en même temps. Bon, techniquement, c'est les 3 équipes qui parlent séparément, chacun dans leur meeting, mais à l'arrivée, on recentralise tout par des documents. Et grâce à ça, ça nous permet de pointer l'endroit qui dysfonctionne. Alors, on met tout le monde a un problème ici. C'est là qu'on doit travailler. Et on le met en évidence. Le problème qu'on va adresser, nous, grâce au roadmap, c'est process et communication. Alors, comment on a choisi de faire ça? On a fait un truc qui s'appelle le health check. C'est une rétro, je crois, qui vient de Spotify. C'est hyper cadré, mais là, on l'a fait un peu différemment. Au lieu de le faire en rétro, on a fait un questionnaire Google Form. 11 questions, 11 champs libres. Voilà. Donc, si on prend la première question, enfin, une des premières questions qui est est-ce que vous vous sentez joueur ou pion dans l'entreprise? Donc, est-ce que acteur ou pion, en fait, hein? Oui, non, bof. Et étayez votre réponse. Le document, il est anonyme, en fait. Alors, c'est un Google Form, donc c'est pas complètement anonyme pour être sûr que les personnes votent 2 fois, mais entre moi, Cédric et l'équipe, il y a un coach agile qui est là, qui prend les docs et qui anonymise tout. Alors, qui anonymise, c'est-à-dire retirer les tournures de phrases qui sont très spécifiques à quelqu'un, potentiellement les fautes d'orthographe qu'on sait qu'ils ont tendance à faire pour certaines personnes, et aussi retirer le genre qui est dans la phrase. Voilà, s'il y a des choses tournées au féminin, bah, en fait, on remet tout au masculin. On pourrait faire l'inverse, hein, désolé, c'est juste une habitude. Qui fait que on ne peut pas identifier la personne. Après, il y en a, ça ne leur pose pas de problème quand ils identifient, ils sont droits dans leur botte, mais c'est un principe. On dit, c'est anonyme, ayez confiance. Et ça restera anonyme. Voilà. Donc, comme ça, après, si la personne vient me voir et me dit c'est moi, bon, bah, ok, très bien. C'est comme quand on a le droit de vote, on peut dire pour qui on vote, mais par principe, c'est anonyme. Et enfin, on compare les notes et les verbatims, et ça donne un tableau comme ça, avec les verbatims qui sont à gauche, là, que j'avais mis en couleur, mais ok. Je pense que j'ai mon designer qui est passé entre les deux. Voilà, et on se rend bien compte que sur process et communication, bah, tout le monde n'est pas content. Bon, bah, c'est là qu'on va aller travailler. C'est comme ça qu'on a pu montrer au management, au top management, que là, ça déconne. On a besoin de travailler là-dessus. Comment on fait? Ok. Vous nous donnez le mandat pour le faire, et là, on a eu le mandat avec Cédric, et on est parti. Support du management, ça s'est amélioré depuis. Hein, je venais d'arriver. Voilà, je tiens à le dire. Non, super outil, merci. Pour conclure, donc c'est vraiment important de maîtriser ce que l'on fait. Expérimentation, c'est important qu'on puisse expérimenter des choses, aussi bien en technique qu'en produit ou en autre, du smoke test et tout. Ajouter de la fonctionnalité pour amener de la valeur utilisateur en continu et se démarquer de la concurrence. Améliorer l'existant, parce que l'existant, c'est ce qui nous fait vivre, on ne va pas le jeter à la poubelle. On gère la complexité et on gère l'inattendu. Et c'est normal, en fait, c'est comme ça qu'on devrait bosser. Si on ne fait pas ça, on vient au schéma du début, on va très vite vers de la nouvelle fonctionnalité, on se prend de l'inattendu, et au fur et à mesure, l'inattendu, il grossit, il grossit, il grossit. Et là, pour prendre de l'air, ça devient très compliqué. Et donc, pour finir, le fameux takeaway, important pour pouvoir reprendre la main sur le product management au lieu d'être géré par les deadlines. On a besoin de savoir dire non avec les bons argumentaires. Pour ça, on a besoin de reprendre la main sur les sujets, et c'est grâce à un cadre fort et du sponsor venant du management qu'on y arrive. Et que ce cadre aussi soit partagé par tous et compris de tous. Et enfin, rappeler que c'est agile des cadres extrêmement rigides, parce que dans l'agilité, en fait, on a des choses qu'on fait à certains moments. Le raffinement, c'est à un certain moment. Le fait de modifier les roadmaps, c'est à un certain moment. Le sprint planning, c'est à un certain moment quand on est en Scrum. Et que c'est comme ça qu'on va amener de la valeur. Et que... et un dernier point, parce que souvent, on confond il y a des gens qui confondent. L'agilité, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. L'agilité, c'est qu'on se permet des mouvements par rapport à la valeur qu'on veut créer, mais à certains moments. Ça ne veut pas juste dire on fait des trucs aléatoirement et on change de direction tous les jours.
Voilà, donc s'il reste des questions et du temps, pour les gens qui ont encore un peu de temps, n'hésitez pas. Sinon, Merci je beaucoup. suis joignable sur mon LinkedIn aussi. Voilà. Merci pour l'intervention, c'était super et voilà, c'est un sujet, comme tu l'as vu dans les questions, qui touche beaucoup de monde. Je vais juste ouais, passer sur les dernières questions que j'ai pas pu prendre. As-tu vu ce problème de deadline en B2C chez Blablacar typiquement? C'était une première question. Et ben chez Blablacar, on avait remis aussi un process de roadmap similaire et on avait, ouais, c'est ça. Globalement, on avait remis un process de roadmap similaire parce qu'effectivement, on était un peu noyé dans les priorités. Et sinon, j'avais une dernière question. C'était sur quand on parlait des commerciaux, les fameux. Est-ce que les commerciaux sont généralement en mesure d'estimer le ROI ou font-ils des demandes parce qu'un client attend une feature? On en a un peu parlé. Euh, Non, ils sont pas. Il n'y a pas d'estimation de ROI. Effectivement, ce qu'on voit nous, c'est que en échange de ces fonctionnalités, ils vont réussir à closer le contrat. ouais. Oui, Mais très ça, bien. voilà, ça arrive partout et c'est un biais lié au commercial en fait. Et c'est comme Ouais. ça, c'est pas grave. C'est le jeu. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cet épisode du Bourbier. Merci Maxime, encore une fois, infiniment pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, hein, des très beaux rituels que tu nous as présentés, des belles méthodes. Donc, on espère que ça vous a tous plu et on vous donne rendez-vous du coup à notre prochain webinar du Bourbier qui aura lieu du coup aussi la semaine prochaine, même heure, même lieu. Euh, et puis on vous en dit pas plus. Vous verrez la communication la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.